Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La Libye possède deux gouvernements qui se disputent la légitimité du pouvoir. S'ajoute à cela la succession de combats entre groupes islamistes et armées libyennes. Une situation alarmante qui pousse la Tunisie et le Maroc à s'impliquer pour résoudre cette crise. Depuis plusieurs semaines, la République du Congo a entamé une opération massive d'expulsion de ressortissants de Congolais de Kinshasa. Ce lundi, des hauts représentants des deux Congos se sont retrouvés pour trouver une solution. Et enfin, le Tchad organisera en septembre prochain le premier salon africain des technologies de l'information et de la communication. Objectif, mener une réflexion commune quant à la place de l'Afrique dans ce domaine porteur. Ce lundi, en Libye, des combats ont opposé les forces du général Khalifa Haftar à des groupes islamistes à Benghazi, dans l'est du pays. Bilan 21 morts. Il s'agit des affrontements les plus violents depuis ceux du 16 mai, lorsque le général Haftar a lancé une offensive destinée, selon lui, à éradiquer les groupes terroristes. Et c'est dans ce contexte que la Tunisie et le Maroc ont décidé de s'impliquer dans la résolution de la crise libyenne. Dans une déclaration conjointe, les deux pays voisins menacés par l'insécurité ont décidé de participer activement au dialogue politique entre les différents belligérants. Ibrahim Ndiaye. La Libye lutte toujours pour instaurer un état de droit. Pas une seule semaine ne passe sans qu'un événement ne vienne perturber la transition politique du pays. Lundi, un groupe armé a pris d'assaut le bâtiment du gouvernement pour demander le transfert du pouvoir au nouveau Premier ministre Ahmed Mitik. Des affrontements qui ont fait 21 morts. Le 16 mai dernier, le lancement d'une opération par le général Khalifa Haftar pour combattre les groupes terroristes implantés dans l'est du pays avait fait au moins 76 décès. Cette instabilité galopante inquiète les pays voisins de la Libye, notamment le Maroc et la Tunisie. Avec la Libye, on a un destin commun. On ne peut pas faire comme si c'était un pays éloigné dont on n'avait pas de préoccupation, dont on n'avait pas à se préoccuper. Une partie de la population tunisienne vit en Libye. Inversement, il y a plus d'1 million de Libyens qui vivent actuellement en Tunisie. On a des frontières communes, on a des familles mariées. C'est un destin commun. Effectivement, aujourd'hui, aller vers établir une passerelle de dialogue entre les différents antagonistes, en tout cas en Libye, peut être une des choses à envisager pour remettre un peu de la communication entre les différentes fractions. Cette instabilité menace aujourd'hui l'économie libyenne dont 98% des exportations reposent sur le pétrole. Une situation qui semble donner raison aux observateurs qui avaient peur que l'intervention occidentale en Libye transforme cette région en un terreau du terrorisme. L'impact de la crise libyenne sur la Tunisie est catastrophique à plusieurs titres sur le plan sécuritaire. Il y a beaucoup d'armes qui circulent, il y a des mouvements terroristes tunisiens, mais aussi aidés par d'autres nationalités, mais qui bénéficient des armes qui viennent de la Libye. L'Algérie est inquiète également parce qu'il y a un impact sur ses frontières. Elle partage une frontière longue de 1000 kilomètres. La décision du Maroc et de la Tunisie de se concerter, d'aider la Libye, et va dans le bon sens dans la mesure où il faut des pays de voisins qui ont la même, je dirais, culture, qui seront acceptés par la population, qui pourront aider à créer et à refonder l'état de droit de la Libye. Pour joindre l'acte à la parole, les deux chefs d'État du Maroc et de la Tunisie militent activement pour l'instauration d'un dialogue national qui réunirait les différentes sensibilités politiques libyennes afin de trouver une solution politique définitive. En Égypte, les défis du nouveau président Abdel Fattah al-Sisi sont nombreux. Élu le 28 mai dernier, le chef de l'État va vite devoir s'attaquer aux problèmes liés notamment à l'insécurité. Guillaume Durand. Le nouveau président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, élu à plus de 95% le 28 mai dernier, doit désormais faire face à une myriade de défis. Dans un pays meurtri par de longs mois de crise, son premier cheval de bataille sera de s'attaquer à la sécurité des Égyptiens. Il ne fait aucun doute que l'Égypte est aujourd'hui confrontée à de grands défis, l'instabilité et l'insécurité étant parmi les plus significatifs. Car si une nation ne se débarrasse pas de ses problèmes, elle n'est pas en mesure de relancer l'économie ou de soutenir les industries, que ce soit la fabrication, le tourisme ou autre chose. Si Abdel Fattah al-Sisi a été plébiscité par les votants, plus de la moitié du corps électoral ne s'est pas rendu aux urnes. Une abstention record qui soulève des questions sur la capacité du nouveau président à rassembler et à relever les défis qui attendent l'Égypte.
Avec les menaces à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, Abdel Fattah al-Sisi, un spécialiste de l'intelligence militaire, est la personne dont nous avons besoin. Il est tout à fait conscient de presque tout, il comprend les risques auxquels l'Égypte est confrontée. Outre les questions liées à la sécurité des Égyptiens, la relance de l'économie constitue l'un des principaux enjeux pour le nouveau chef de l'État. Une tâche qui s'annonce colossale, l'inflation est de 11,9% et le taux de chômage atteindrait près de 40% chez les jeunes actifs. Et toujours en Égypte, où la célèbre émission de satire politique de Bassem Youssef a pris fin. L'humoriste devenu célèbre grâce à ses critiques acerbes de tous les dirigeants depuis la révolte de 2011 a évoqué d'énormes pressions. Il est l'une des rares voix discordantes dans le paysage audiovisuel égyptien. Il a d'ailleurs été l'objet de plusieurs plaintes pour outrage à l'armée. Médiation entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Ce lundi, une commission mixte s'est tenue afin d'envisager des solutions sur le problème des expulsions, comme nous l'explique Guillaume Durand. Ils sont environ 140 000 ressortissants de la République démocratique du Congo à avoir été expulsés du Congo-Brazzaville en quelques semaines. L'opération inquiète la RDC ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales qui font état de violence dans le processus. Nous avons à nous occuper de nos compatriotes qui ont été renvoyés dans des conditions que nous avons condamnées. Nous l'avons fait savoir à nos homologues du Congo-Brazzaville. On ne peut pas expulser des gens sans prévenir leur pays d'origine. On ne nous a pas prévenus. On nous a fait tomber comme ça entre les bras 112 000 de nos compatriotes dans une période de moins d'un mois. Si des hauts représentants des deux pays se sont réunis ce lundi à Kinshasa pour essayer de trouver une solution à cette crise, le Congo a indiqué que ces expulsions étaient légitimes, tout en précisant que seuls 2000 ressortissants avaient été renvoyés dans le pays, les quelques 120 000 autres étant rentrés dans le cadre de départ volontaire ou faute de documents pour vivre légalement au Congo. Nous ne pouvons pas dire que les expulsions vont s'arrêter. Tant qu'il y aura des criminels, les expulsions continueront. Les pots cassés se réparent si ce sont seulement des gens réguliers. Est-ce qu'ils sont réguliers? Vous allez obliger le Congo à recevoir les gens irréguliers? Nous avons expulsé près de 1945 personnes. Ce sont des criminels. Nous avons les dossiers. La réunion de Kinshasa doit néanmoins permettre d'apaiser les tensions entre les deux Congos. Cette recherche de voie diplomatique doit déboucher sur un succès et va remodeler d'une certaine manière les relations et le libre passage des personnes entre les deux pays. Il faut que cela aboutisse dans la mesure où les deux pays sont condamnés à s'entendre, compte tenu de la proximité géographique et la proximité linguistique. Tout va dépendre du bon vouloir des deux partis, du parti de la RDC et du parti de la République du Congo. Les deux pays, malgré tout, malgré leurs oppositions, sont condamnés à s'entendre car ils sont condamnés à vivre ensemble. Dans le processus, le Congo a reconnu des dérapages et 17 policiers ont été radiés. Brazzaville estime qu'environ 400 000 ressortissants de la RDC vivent encore au Congo. En Guinée, le président Alpha Condé a inauguré ce lundi la station d'atterrissement du câble sous-marin à Kipé, une cérémonie d'inauguration qui permet ainsi de fournir un réseau international de haut débit à un plus grand nombre. Désormais, les populations des centres urbains bénéficieront des avantages des NTIC au même titre que celles des zones rurales. Et justement, le Salon africain des technologies de l'information et de la communication aura lieu en septembre prochain au Tchad. Les professionnels de différents secteurs se préparent déjà pour cet événement qu'ils jugent opportun. Un reportage de Daniel Abouki, notre correspondant au Tchad. Un salon pour un objectif spécifique, intégrer le Tchad dans le réseau international haut débit en fibre optique. En septembre 2014, le pays organisera pour la première fois le Salon international des technologies de l'information et de la communication. Au total, plus de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs viendront exposer leur savoir-faire dans le domaine des TIC. Une opportunité pour le développement du continent africain. Aujourd'hui, pour nous, c'est indéniable qu'il faudrait changer l'image de l'Afrique à travers une nouvelle vision, une nouvelle télévision africaine, une nouvelle radio africaine dont les sons et les images partent de l'Afrique pour le reste du monde. Et c'est pourquoi nous pensons que ce salon va regrouper tout ce qu'on a comme crème dans le domaine de la technologie
africaines en tout cas, au Tchad, et le Tchad est prêt à les accueillir. Ce rendez-vous technologique connaîtra une forte participation du secteur privé. Convaincus que les nouvelles TIC constituent un moteur de développement durable, les opérateurs économiques se mobilisent déjà et veulent eux aussi mettre à profit cette rencontre. Qu'aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, il ne peut y avoir de développement, dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans même l'environnement de nos affaires, les nouvelles technologies deviennent une priorité. Et le secteur privé va se mobiliser et va faire en sorte que ce salon soit une réussite. Mais au-delà de cette réussite, nous voulons également marquer le coup et faire en sorte que les opérateurs économiques puissent s'investir dans ce secteur. Au Tchad, le taux d'accès à Internet a varié de 0,04% à plus de 5% en une décennie. Le plan national de développement 2013-2015 a prévu des investissements de plus de 27 milliards de francs CFA dans le domaine des TIC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.